Donc là, on va entamer le troisième bloc de ces vidéos. Donc, en guise de conclusion, en quelque sorte, pour revenir un petit peu sur pourquoi nous, on ne veut pas être dans une vision morale de l'adoption, mais plutôt une vision politique, c'est-à-dire une vision systémique et une vision qui se veut aussi critique du point de vue de ce système de l'adoption internationale. Qu'est-ce que c'est qu'une vision morale? En fait, c'est une vision qui dirait c'est bien ou c'est mal d'adopter. Donc nous, on veut sortir de cette vision un peu binaire aussi, de soit c'est bien, soit c'est mal d'adopter, qui a tendance aussi à individualiser en fait l'adoption l'adoption internationale telle qu'elle se produit à l'heure actuelle. On voulait, pour ce faire, évoquer un cas d'actualité, celui des youtubeurs, donc du couple de youtubeurs qui a fait beaucoup parler de lui là ces derniers temps, en adoptant un enfant chinois autiste, en fait. Mhm. Et puis, qui là, leur dernière vidéo, apparemment, donc moi je ne l'ai pas regardée parce que d'emblée, de les voir comme ça en larmes, de voir une photo comme ça, de les voir en larmes et tout, je me suis dit non, non, je ne peux pas regarder ça parce que ça va m'énerver de voir encore des parents qui se victimisent parce que voilà, ils ont fait ce qu'on appelle du rehoming aux États-Unis, c'est-à-dire du placement. Ils ont abandonné en fait l'enfant qu'ils avaient adopté pour le replacer dans une autre famille, quoi. Et puis ils osent faire une vidéo comme ça où ils se montrent en train de pleurer, voilà, parce que ouais, parce que c'est eux les victimes, quoi, de ce système. On a l'impression. Enfin, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Anne-Cat, par rapport à ça. Bah, je crois que c'est assez intéressant parce que moi, j'ai eu un peu peut-être la même réaction que toi quand j'ai commencé à voir les news qui sortaient. Je me suis dit, je vais même pas rentrer regarder les détails parce qu'on va dire que j'ai déjà vu plein de cas un petit peu similaires. Ça prend pas forcément la même forme, mais le patron est là derrière. Et moi, je pense que le truc que j'ai observé qui était le plus intéressant, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, dont des personnes blanches qui ont adopté, ont commencé à m'envoyer en fait la nouvelle dans tous les sens. Et je trouvais ça assez intéressant d'analyser un peu la situation parce que je parle assez régulièrement des problèmes qu'il y a derrière la structure de l'adoption. Et je pense que ces personnes-là, au mieux d'essayer de se regarder dans le miroir en regardant un petit peu ce qui se passait dans l'article, ont un peu fait: «Ah, il y a pire que nous en fait». Il y a eu un déplacement en fait du problème qui les touche en fait directement sur beaucoup de choses, sur: «Ah mais il y a pire que nous et vraiment il y a un problème sur ce qu'ils ont fait», mais n'arrivaient pas en fait à faire la relation avec eux-mêmes ont participé à ce système-là et ont utilisé en fait ces différents processus d'adoption. Oui, c'est vrai que ce cas-là est peut-être un peu exacerbé, mais ça fait partie aussi de leur patron à eux, sauf que c'est vraiment quelque chose de très exacerbé à côté. Et c'est vrai que en entrant en conversation avec plusieurs mères blanches, j'ai essayé de leur dire: «Oui, mais enfin, faut essayer d'arrêter d'être hypocrite à un moment donné parce que, vous avez aussi profité de ce système» et je pense que c'est assez intéressant de voir que, en fait, je me suis fait attaquer derrière, en fait, ce genre de commentaires parce qu'en fait, c'est parti tout de suite dans quelque chose de très personnel, bien mal et donc moi, je ne suis pas une personne mal et je ne peux pas faire des choses comme ça. Donc ça on est tout de suite revenu sur des patrons défensifs. Donc ça a été, «Anne-Catherine, tu es en train de projeter, des choses sur nous. Anne-Catherine, tu es agressive. Anne-Catherine ta 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 ta» et je pense que ça a été assez intéressant justement de voir que, pour les parents adoptifs, c'est très, très dur pour eux, en fait, de sortir, en fait, de leur cas, personnel et de leur sensibilité qui est liée, à l'adoption. Et c'est pour ça que je pense que c'est assez important, pour pouvoir parler des problèmes qu'il y a dans l'adoption, essayer, de comprendre que c'est pas une attaque personnelle, ce qu'on est en train de faire. On critique un système, un ensemble, de règles qui fait un système et que, oui, ça peut faire du mal, qu'on explique ces choses-là, mais en fait, on ne vise personne directement. Donc, il faudrait aussi que les parents, à un moment donné, je pense, hem, apprennent à faire aussi un pas en arrière
quand on est en train de signaler quelque chose, et plutôt que de prendre directement les choses à la défensive, dire OK, il est en train de se passer quelque chose, peut-être que je devrais écouter. Et je pense que ça aide aussi à sortir de ce patron qui est hyper moral en fait sur l'adoption. Mais c'est ce qu'on avait évoqué d'ailleurs dans les propositions, là, dans le deuxième bloc, l'empathie, quoi. Simplement savoir se taire et écouter et s'éduquer aussi, quoi. Enfin, et je pense que c'est important pour ça de réussir à sortir de ouais, cette vision individuelle et moralisante de l'adoption, quoi. Et c'est vrai que le fait enfin, c'est symptomatique, je trouve, le cas de ces youtubeurs-là, quoi. C'est symptomatique d'un système. Mhm, Certes, c'est vrai que c'est un cas spécial et qui semble exagéré, mais qui est révélateur d'un système dont sont bénéficiaires aussi tous les parents adoptifs, en fait. Puisque quand on parle d'un système, il faut aussi évoquer les intérêts qui sont en jeu dans ce système. Et il y a, dans un système, il y a des bénéficiaires et il y a des personnes qui, malheureusement, subissent ce système, en fait. Je pense que c'est ça qui aussi qui est intéressant de montrer dans l'adoption internationale, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est intéressant de. Enfin, moi, ça m'a fait penser parce que comme on a une actualité assez prenante en ce moment, quoi, notamment en matière de lutte antiraciste. Et je pense aux violences policières et à l'assassinat aussi, malheureusement, de George Floyd, là, qui a eu lieu aux États-Unis. On a vu des images circuler de flics, de policiers qui mettaient le pied à genoux, en fait. Et mhm, sachant que ces policiers, juste après, ont fini par gazer les manifestants. Donc, en fait, cette image-là, elle servait à quoi? Enfin, elle sert aussi, c'est aussi cette vision morale et individualisante qui empêche de penser comme un système aussi, par exemple, l'institution de la police. Là, on a l'impression que ces policiers, ah ben non, c'est des mauvais policiers qui ont, enfin voilà, toute la terminologie morale est aussi intéressante à analyser. C'est des méchants policiers qui ont tué George Floyd. Là, c'est des gentils, ceux qui mettent le genou à terre. Bah, pour le complètement. système de l'adoption, c'est pareil. C'est là le couple de youtubeurs, c'est des méchants parents, mais c'est des mauvais parents. Mais Mhm, nous, on est des bons parents, on est gentils. Donc, mais non, il faut vraiment sortir de c'est bien ou c'est mal, où on est des bons on est des gentils parents ou eux c'est des méchants parents, parce que sinon on va jamais s'en sortir et on va jamais comprendre comment fonctionne vraiment ce système, quoi. Quels en sont les mécanismes et comment faire pour nous, ce qu'on a dit, hein, on a été clair là-dessus, on est assez déterminé, on va dire radical même à ce sujet. Nous, on veut plus de ce système-là mhm, tel qu'il est actuellement parce que c'est un système monétaire, c'est un système voilà c'est un business en fait complètement. qui implique une forme de traite aussi. Et Et je pense que c'est aussi vas-y. quelque chose qu'on peut voir aussi qui est justement, enfin, qu'on peut voir un peu plus présent grâce à ça. Et moi, je me suis posé la question. On peut aussi s'arrêter sur le truc de la préadoption, c'est-à-dire les services qui vont venir un peu voir si les parents peuvent adopter ou non. C'est-à-dire comment est-ce que ce genre de personnes rentre dans le système. C'est-à-dire, ce genre de profil de personnes ne sont pas des cas isolés. Il y en a quand même beaucoup. Moi aussi, ce que je me demande, plus loin que pourquoi on est en train d'être dans cette situation, est-ce que c'est pourquoi ces gens arrivent à passer les filtres en adoption? Et c'est-à-dire, c'est clairement parce que dans ce genre de système, il y a des personnes racistes, il y a beaucoup de personnes racistes, il y a des personnes exotisantes, il y a des personnes. Et donc, clairement, en fait, ces personnes ne voient pas venir ce genre de problème parce qu'ils font aussi partie du problème. Et je pense que c'est hyper intéressant aussi de voir ce cas sur le système entier de l'adoption, c'est-à-dire vraiment le système pré-adoption, pendant et post. Donc c'est vraiment intéressant en fait de voir tout ce qui se passe, tout ce qui se passe autour de ça. Ouais, et puis donc le fait que, comme on a évoqué, le fait que ce soit aussi une forme de traite d'humain, en fait, l'adoption internationale telle que c'est fait à l'heure actuelle, Mhm. le fait qu'on soit considéré comme des objets qui ont finalement, au moment de la transaction, quoi, on a une valeur marchande, en Mhm. fait, puisque faut pas se voiler la face. Enfin, l'adoption internationale, ça coûte, ça a un coût, quoi Mhm. qu'on peut même, je pense, chiffrer en milliers de dollars, quoi, facilement.
Et c'est vrai que, enfin là, dans le cas des États-Unis en particulier, il y a ce truc un peu de service après-vente, on a l'impression, tu vois, Complètement. que voilà, on n'a pas un objet qui nous satisfait. Enfin, l'enfant ne nous satisfait pas en fonction des attentes qu'on avait, forcément. L'enfant ne s'est pas assez adapté, on va dire. Sachant, comme on l'a déjà évoqué, que c'est toujours aux enfants adoptés de s'adapter, mais pas aux familles. Enfin, ça se fait jamais dans le sens inverse. Complètement. Et du coup, ben, comme il ne convient pas à nos désirs, eh ben, on s'en débarrasse. Non, on en revient à la fameuse idée que je dis de la voiture avec les options, quoi. Donc, Exactement. on en est toujours un peu dans cette dynamique. Et c'est vrai qu'aussi, c'est quand même important de comprendre que, j'en reviens aussi à ce qu'on avait parlé dans d'autres trucs, on pense toujours que l'adoption est au service de l'enfant. Et je pense que c'est vraiment mentir de dire des choses comme ça parce qu'on voit très bien que des fois, il y a plusieurs dizaines de couples qui attendent un enfant. Donc, il y a une sorte de compétitivité qui se crée, en fait, pour avoir un enfant et pouvoir satisfaire un désir de maternité. Mais en fait, le bien-être de l'enfant, qui devrait être la chose principale, on voit que ça passe vraiment au deuxième, troisième ou quatrième plan. On ne fait vraiment pas partie des priorités. La priorité vraiment centrale, c'est un désir blanc, en fait. C'est vraiment de combler, en fait, un désir blanc. Ouais, on en revient également au mythe du sauveur blanc. Je pense que là, le cas des youtubeurs, on est un bon révélateur aussi, quoi. Mmh. Voilà, donc je pense qu'on a essayé de toucher plusieurs points pour expliquer justement l'importance qu'il y a de sortir de la vision morale, de sortir de la vision personnelle et de sortir de la sensibilité personnelle, pour essayer justement d'avancer vers une vision critique. Et il faut que vous compreniez que les critiques qu'on fait sur l'adoption internationale, faut pas les prendre à un niveau personnel. C'est vraiment une critique euh, générale de plusieurs systèmes pour expliquer pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Pourquoi il y a tant de groupes d'adoptés qui sont en train de se monter un peu partout. Pourquoi il y a des adoptés qui sont en train d'attaquer les États. Pourquoi il y a autant d'adoptés antiracistes. Et pourquoi justement il y a un interdialogue constant qui est en train de se créer entre nous tous. Justement parce que c'est un système dans lequel on est tous rentrés et que souvent nos analyses sont plus ou moins les mêmes. Donc, il faut vraiment essayer de faire un effort là-dessus pour sortir justement de cette vision morale. Et je pense que aussi, on a tenté à travers ces différentes vidéos thématiques d'aborder les mécanismes aussi donc, de ce système de l'adoption internationale qui, je pense, est à l'intersection de plusieurs rapports, que ce soit de classe, de genre et de race, en fait. Donc, on a essayé à notre façon, avec nos connaissances, hein, parce qu'on n'est pas non plus des expertes, on n'a pas le luxe, on va dire, de faire des études et de consacrer notre temps parce qu'on a d'autres choses à faire dans la vie aussi sur ces questions-là. Mais en tout cas, avec les connaissances et notre expertise individuelle, on a tenté au mieux de montrer les mécanismes de ce système. Bon, dans la dernière partie, on va essayer d'expliquer, de voir pourquoi on essaye de tendre vers un antiracisme asiatique. Je pense que toutes les deux, un peu avec l'adoption, l'adoption nous a un petit peu permis, justement, de ce qu'on expliquait avant, de sortir de cette vision morale pour arriver vers une vision en fait politique et critique. Et je sais que moi, pour ma part, cette vision critique et politique m'a aussi fait avancer de plus en plus vers un antiracisme politique. Euh, je pense que ça fait déjà quelques années en fait que j'évolue dans l'antiracisme politique sur différents fronts, on va dire. Et c'est vrai que ça fait quelque temps que ça me titille un peu la question de l'antiracisme asiatique et que ça a été assez intéressant justement de pouvoir parler avec toi parce que on peut commencer justement à avoir cette conversation en fait, à savoir qu'est-ce qu'on a envie de travailler, depuis où et où est-ce qu'on a envie d'aller en fait avec par exemple un antiracisme asiatique. Tout en sachant que c'est des débats qui peuvent être un peu compliqués parce que on est traversé par plein de trucs, c'est-à-dire qu'on est traversé par la classe, on est traversé par des racialités qui sont différentes, donc on peut avoir des vécus qui sont différents. Donc on va dire qu'en ce moment on essaye
de débattre de ces sujets-là pour savoir comment est-ce qu'on pourrait créer un antiracisme politique asiatique. Ouais. Donc là, on va essayer de faire un peu état de nos discussions et de la situation actuelle, on va dire, l'état actuel plutôt de nos débats, comme tu l'as exprimé. On s'est penché un petit peu sur la question du panasiatisme, en fait. Donc moi, je me suis un petit peu intéressée à cette question-là parce que, enfin, voilà, j'avais entendu parler, enfin j'ai entendu j'ai entendu parler. Je pensais que tout le monde a plus ou moins connaissance de ce qu'on appelle le panafricanisme, mais en ce qui concerne le continent asiatique, on entend très très peu parler du panasiatisme en fait. Et j'ai réussi quand même à trouver quelques articles, notamment en anglais sur Internet, qui parlaient un petit peu de l'histoire, et c'est vraiment super intéressant en fait, parce qu'on se rend compte que quand on parle du panasiatisme, c'est pas en comparaison ou en faisant écho au panafricanisme en fait. C'est vraiment un mouvement, que ce soit un mouvement idéologique, un phénomène politique, un culturel, etc., qui est né au début, fin 19e, qui a pris racine, on va dire, courant 19e siècle, notamment avec les guerres de l'opium qui ont eu lieu en Asie, et qui a vraiment fait surface au début du XXe siècle, en fait. Et donc, en fait, le panasiatisme, c'est un mouvement qui, à la base, était en réaction à l'hégémonie occidentale et à la menace colonialiste des Européens en Asie, en fait. Et du coup, il y a eu à la fois cette réaction-là, mais il y a eu aussi, c'est pas qu'en réaction, il y a aussi un côté un peu proactif dans la volonté de créer une identité qui soit propre aux Asiatiques, en fait. Une identité réellement politique, et qui soit pas. Donc, en fait, c'est pas une lutte et un mouvement qui s'est réduit à la lutte contre l'Occident, en fait. C'est aussi une tentative de construction d'identité politique, en fait. Et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 20 et 30, par exemple, il y a eu plusieurs conférences panasiatiques qui se sont tenues au Japon, en Chine, mais aussi en Afghanistan. Ce qui montre qu'il y a eu à ce moment-là vraiment une effervescence au niveau des mouvements, politiques panasiatiques, en fait, et une volonté d'interagir et d'essayer de créer vraiment une unité, en quelque sorte, une unité politique. Et, et du coup, il y avait vraiment aussi ce défi-là de, de, de rassembler, de réussir à rassembler plusieurs nations, que ce soit parce que je sais que c'est un mouvement qui a gagné aussi à un moment donné le Moyen-Orient. Donc, il faut imaginer l'ampleur du panasiatisme, quoi. Enfin, réussir un défi vraiment pour essayer de rassembler toutes ces nations qui, a priori, n'ont pas vraiment de, de culture vraiment commune, et de réussir à les rassembler sous un même grand projet, en fait. Et donc, c'est tout un défi ici qu'ont eu à l'époque ces militants, ces artistes, politiciens, que d'essayer d'imaginer une identité asiatique. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que je pense que, bon, même si on n'est pas des Asiatiques qui vivons en Asie, on peut quand même essayer à notre manière, d'imaginer aussi ce que pourrait être pour nous une identité panasiatique en tant qu'asiatique vivant en Europe. Et c'est vrai que enfin, pardon, je parle en espagnol. C'est vrai que au début, quand tu m'en as parlé, j'ai un peu tiqué parce que j'ai pensé que c'était vraiment quelque chose qui avait été copié du panafricanisme. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que en fait, tu m'as resitué au niveau historique d'où venaient tous les mouvements qui s'étaient créés à cette époque-là. Et en fait, c'est assez intéressant, je pense, de le mettre en parallèle parce que c'est quand même une époque où les mouvements anticoloniaux étaient quand même hyper présents, étaient en train de se former un peu partout sur la planète, que ça soit dans le sud ou dans le nord. Et il y avait des résonances et des communications assez présentes en fait entre les personnes non blanches présentes en Europe et les personnes du sud. Et en fait, ça ne m'étonne pas du tout que à ce même moment, le continent asiatique ait justement pensé à devoir créer ce genre de mouvement. Et pour aller un peu plus loin, moi, j'aimerais bien pouvoir réussir à m'intéresser, à voir les interconnexions justement qu'il y a
entre tous ces mouvements. Et je pense que c'est plus intéressant de le repenser peut-être depuis cette époque-là et voir un petit peu comment ça a pu changer, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pour peut-être s'inspirer de quelque chose de communautaire en France et en Europe en ce qui concerne les Asiatiques. Parce que j'avais un peu peur aussi que ça soit un truc peut-être impérialiste chinois, parce que on sait très bien les problèmes qu'il y a avec la Chine, mais en fait, c'est vraiment quelque chose de super intéressant et que je pensais pas du tout qui avait commencé, par exemple, dans les années 20. Je pensais que c'était un truc qui était beaucoup plus récent. Même avant, quoi, début 20e, dès les années 1900 en fait. Mais ce que tu dis, ouais, le panasiatisme, en fait, il a même permis de décentrer, en fait, en Asie en tout cas, de décentrer de la Chine, en fait, puisque jusque-là, la Chine avait vraiment une prédominance. Mhm. Il y avait ce qu'on appelle une sino-centralité. Et justement, le panasiatisme, comme il a gagné des pays comme l'Inde ou même comme là je disais, il y avait des conférences en Afghanistan, bah, ça a vraiment permis de décentrer le regard et le pouvoir aussi. Et, Complètement. et puis, ah oui, aussi une chose importante quand même à dire, c'est que le panasiatisme, s'il a pas trop le vent en poupe à l'heure actuelle, c'est parce qu'il aussi il a été récupéré par les Japonais Mhm. comme excuse, en fait, comme prétexte pour leur expansion coloniale en fait en Asie. Parce qu'on sait par exemple que le Japon a colonisé par exemple la Corée du Sud Mhm. au début du XXe siècle, en 1910, et c'était sous le prétexte du panasiatisme. Mais en gros, le Japon s'est servi du panasiatisme, ouais, pour fonder son empire colonial. Mhm. Donc en fait, nous, c'est pas ce qu'on veut du tout. Nous, c'est plutôt, comme tu l'as dit, l'autre panasiatisme où il y avait vraiment une forme de coopération, d'interaction entre les différents mouvements. Et puis, bah, je pense que pour essayer de construire cette identité panasiatique, il faut aussi qu'on arrive nous-mêmes en tant qu'Asiatiques à se questionner sur les rapports de domination qui traversent nos propres communautés. Moi, je pense par exemple Mhm. au colorisme. Je pense que c'est vraiment important qu'on arrive à comprendre quels sont les mécanismes du colorisme. Moi, je suis une bénéficiaire du colorisme, par exemple, tu vois, de ce système-là. Donc, je pense que c'est important aussi qu'on arrive à échanger là-dessus de façon constructive. Et puis, voilà, parce que une identité ne se construit pas sur des bases inégalitaires, quoi. Enfin, une identité politique forte ne se construit pas comme ça, quoi. Je pense après que c'est aussi c'est intéressant parce que on a réussi, peut-être toi et moi, on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais on a réussi par exemple à parler, enfin tu m'as parlé toi du colorisme. Et je pense que c'est assez important aussi si on veut réussir à dialoguer entre nous. Je vais dire les personnes d'en bas, mais je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais que ça soit pas toujours les personnes d'en bas qui doivent signaler les problèmes. Par exemple, moi je sais que j'essaie de toucher aussi au sujet de la classe, parce qu'en tant qu'adopté, on n'a pas grandi, par exemple, en banlieue, donc clairement, il y a des choses qui sont différentes aussi. Donc, je pense qu'il faut quand même mettre les cartes sur la table sur ces sujets-là aussi. Et les sujets par exemple, les racismes intercommunautaires, le colorisme, comme tu dis. Mais je pense que c'est intéressant, par exemple, que ça soit toi aussi, que ça vienne de une initiative personnelle, que tu m'as dit, ouais, ce serait bien qu'on parle du colorisme. Et j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où c'est pas moi qui dois être encore derrière, en train de dire, il faut qu'on parle Ouais. du colorisme. Mm. Mais je pense que aussi, ça aide beaucoup. Euh, avoir des relations plus saines en fait entre nous. Parce que je pense que c'est vraiment, c'est aussi les patrons coloniaux en fait, tous ces trucs-là. Je veux dire, Exactement. tout ce qui est lié au colorisme, ce qui a plus, moins de privilèges dans la société, je pense qu'il faut, pour réussir à les dépasser, il faut qu'on arrive à en parler entre nous. Et je pense que mettre les cartes sur la table, c'est un des trucs qui fonctionne le mieux. Et moi, je le fais dans, dans d'autres endroits avec des personnes où justement avec lesquelles on arrive à avancer le plus, par exemple dans l'antiracisme, c'est quand on fait ce genre de démarche, quand on arrive à parler justement depuis comprendre depuis quelle position en fait tous en train de parler pour justement ne pas se marcher les uns sur les autres en fait. Donc je pense que c'est quand même assez important en fait de faire toutes ces démarches. Mm, mm.
quoi qu'il en soit, c'est vrai que dans n'importe quelle situation, je pense que c'est important d'avoir conscience de qui on est, d'où on parle, en fait. Ce qu'on appelle, ce que Jamila Ribeiro, dans son livre intitulé La place de la parole, évoque, c'est ça, quoi. C'est la place que l'on occupe socialement, racialement, tu vois. C'est vraiment important qu'on en prenne conscience avant d'entamer des débats et enfin, voilà, Complètement. des discussions pour essayer de construire quelque chose ensemble, quoi.